très important. Pour moi, c'est un devoir de vous transmettre mon vécu pour que vous soyez les témoins du témoin que je suis. Et avant de procéder au récit de mon vécu pendant la Shoah, je voudrais juste vous donner un petit préambule, à savoir que la prise de pouvoir en Allemagne, à cette période, du XXe siècle, en 1933, où le chancelier Adolf Hitler est devenu au pouvoir du Troisième Reich, a été élu d'une façon tout à fait démocratique par une majorité des Allemands qui vivaient dans ce pays à la suite d'une propagande effrayante, mais très puissante et très insistante. Il a emporté le pouvoir d'une façon légale. Et comme nous sommes aussi la veille d'élection, il faut que vous sachiez que la propagande des différents candidats est dangereuse et parfois il faut se méfier des idées extrémistes, qu'elles soient autant à gauche qu'à droite. Vous êtes libre de voter pour qui vous voulez, mais sachez que votre responsabilité est très importante dans cet acte, parce que la politique en découle est fonction de la propagande que les différents candidats font. Bon, après ce préambule, je vais passer à mon témoignage, puisque il faut que vous sachiez que pendant des années, j'étais un de ceux qui refusaient de parler de mon vécu pendant le Shoah. Même à mes propres enfants, j'évitais d'en parler quand ils étaient jeunes. Sans quoi j'étais en contradiction avec mes camarades de déportation, parce qu'ils me critiquaient. Moi je disais, si vos enfants sont jeunes et ils vous posent des questions concernant vos parents sauvagement disparus, sauvagement assassinés, eh bien ne vous les racontez pas quand ils ont 5-6 ans, parce que vous leur transmettez un traumatisme qui est vécu en vous, et vous le transmettez directement comme si vous faisiez une injection à votre propre enfant. Alors il me disait que je ne devais pas dire la vérité aux enfants, c'est quand même une chose difficile, et si votre fille ou votre fils qui a 5-6 ans vous demande où sont tes parents, et qu'est-ce que tu réponds? Qu'est-ce que tu leur réponds à la place? Alors je disais, je réponds tout ce que en évitant les questions. En tout cas, je refuse de leur raconter les choses comme elles sont passées. Il faut laisser qu'ils arrivent à 15 ans pour commencer à leur parler de ce qui est arrivé à nos parents. Bon, on était en contradiction. En tout cas, moi, j'en parlais pas. Ceux de mes camarades qui ont parlé à leurs enfants jeunes, 5-6 ans, 7 ans, eh bien, on voit les résultats maintenant, c'est-à-dire cette deuxième génération a souffert beaucoup des récits qu'ils ont reçus quand ils étaient jeunes enfants, et ils ont de graves problèmes actuellement, à savoir un certain nombre d'entre eux ne veulent pas se marier, et d'autres ne veulent pas avoir d'enfants, etc., etc. Et donc, le résultat des révélations précoces, on les connaît maintenant. Quant à moi, donc, je me suis tué, et puis j'avais, de toute façon, dit à mes enfants que je ne retournerai jamais à Auschwitz-Birkenau,
où j'ai beaucoup souffert et où mes parents ont été assassinés. Donc j'ai dit, je refuse de retourner là-bas. Et c'est ainsi, il s'est passé 50 ans où je ne suis pas retourné. Et la première fois que je suis retourné, c'était lorsque notre propre fils est devenu majeur. À l'époque, c'était 21 ans. Ce n'était pas 18 ans comme maintenant, on parle même de 16 ans. Et vous êtes tous pratiquement majeurs. Eh bien, lui était majeur à 21 ans. Il est venu me voir en disant, maintenant, je suis majeur, je prends des décisions moi-même. Et j'ai décidé de partir à Auschwitz-Birkenau pour voir mes grands-parents paternels, que je n'ai jamais connus, où ils ont disparu. Eh bien, cette première demande, quand il a dit disparu, a commencé par une engueulade. Je l'ai vraiment, n'étais pas d'accord avec lui, ils n'ont pas disparu, ils sont toujours présents dans nos cœurs, dans nos têtes, mais si tu veux voir où ils ont été assassinés sauvagement, tu n'as qu'à y aller. Il y a 10 ans, tu n'as qu'à y aller. J'ai changé d'avis et j'ai dit, la seule personne qui doit t'accompagner là-bas, c'est moi. Tu ne peux pas y aller sans moi. Et ça s'est passé ainsi, c'est que je l'ai accompagné. Nous sommes partis, plusieurs camarades déportés avec nos enfants, et nous sommes partis en Pologne. Ça fait déjà plus de 25 ans. On est parti on est resté 6 jours là-bas pour visiter non seulement le camp où nous étions, notamment au Birkenau, Auschwitz et ailleurs, mais aussi les autres camps en Pologne, les camps d'extermination, comme Treblinka, Majdanek, Sobibor, Auschwitz-Birkenau, bien entendu, etc. Donc, pendant ces 6 jours, étaient des jours extrêmement lourds et difficiles pour nous. Et en revenant, j'ai dit, c'est fini, j'ai fait mon devoir, je ne retournerai plus jamais. Eh bien, comme vous savez, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et bien, quelques temps après, notre petit-fils, le premier petit-fils, est arrivé à l'âge de 15 ans. Et là, brutalement, j'ai pris la décision d'emmener moi-même tous mes petits-enfants, quand ils arriveront à l'âge de 15 ans, de les amener à Birkenau, Auschwitz, pour qu'ils connaissent ce que leur génération précédente, c'était plus leurs grands-parents, c'était les arrière-grands-parents, où ils ont péri sauvagement. Et c'est ainsi une journée, chaque année, celui qui va arriver à 15 ans, même le dernier que j'ai amené, j'ai triché et je l'ai amené à l'âge de 13 ans, parce qu'il était assez costaud, et puis je me disais, si ça se trouve, ma chance de survie n'est pas très grande, et autant l'amener à 13 ans, comme ça, je l'aurai amené les autres. Mon fils m'a dit, si les autres, tu ne peux pas les amener, pour une raison ou pour une autre, c'est moi qui vais les amener à la date que tu as fixée. Et je suis sûr qu'il va le faire, puisqu'il y en a encore 2 qui n'ont pas encore visité, ils m'attendent, bon. Et puis il y a un autre, on m'a annoncé il y a 8 jours qu'il fallait que je tienne encore 14 ans, parce qu'il y a un arrière-petit enfant qui est en route et qui doit naître au mois d'août en 2022. Vous voyez, il arrive à 15 ans, il faut le faire. En tout cas, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que les jeunes et les enfants doivent aller là-bas et doivent se rendre compte ce que la bête humaine
est capable de faire, parce qu'en l'homme, on peut dire qu'il y a deux parties. Il y a une partie bestiale, mauvaise, et une partie humaine. Et donc, si vous voulez rendre compte, ce qui s'est passé dans cette période 33-45, ce qui s'est passé, il faut aller visiter le camp au moins de Birkenau-Auschwitz, puisque Birkenau-Auschwitz représente un peu l'ensemble. Birkenau, qu'on appelle aussi Auschwitz II, qui était un camp d'extermination où les gens arrivaient, descendaient du train, subissaient une sélection et tous les gens étaient envoyés dans la chambre à gaz où ils étaient assassinés puis incinérés dans les feux crématoires. Et c'est ainsi à Birkenau, Auschwitz II, il y a plus d'1 million de juifs qui ont été assassinés, 300 000 d'autres personnes aussi qui n'étaient pas juives. Et puis, il y a Auschwitz I, qui était un camp de travail pur, où tous les gens qui étaient là étaient capables de travailler, et s'ils ne pouvaient pas travailler, ils devaient mourir. C'était simple. Et donc, si vous voulez, le camp Auschwitz I, qui existait depuis 1941, était qu'un camp de travail pur. Tous les gens qui étaient capables d'aller travailler. Voilà. Donc, si vous voulez, maintenant, je vais passer à vous parler de mon parcours que j'essaierai de concentrer le plus possible, parce que sinon, on peut parler des heures et des heures, on n'en finira pas. Et il est exact que j'ai sorti 2 livres récemment, il n'y a pas longtemps, il y a 2-3 ans. Le premier que j'ai intitulé « J'avais 15 ans », c'était là où je suis arrivé à Birkenau. Dire, c'était la partie de ma vie la plus heureuse, c'est-à-dire mon enfance de 0 à 11 ans. Survivre, c'était la partie de la guerre depuis 1939 jusqu'à 1945, où il fallait faire beaucoup d'efforts pour essayer de survivre. Je détaillerai ça après. Mais après cette période de survivre, il fallait aussi savoir comment faire pour retrouver la vie, c'est-à-dire de revivre, ce qui n'est pas facile après cette période de déportation. Et après avoir rédigé ce livre, sous l'assistance de mes enfants et de mes petits-enfants, j'ai donc eu une demande de l'éditeur de ce premier éditeur d'édition Alizio, qui m'ont demandé de faire un deuxième livre suite au premier, que j'ai intitulé « Ce que je voudrais transmettre aux jeunes générations », qui est destiné effectivement aux jeunes générations pour qu'ils sachent comment, si on a des difficultés dans la vie, des difficultés on en a toujours, comment on peut faire pour s'en sortir. Voilà. Donc ces 2 livres donnent une idée plus précise que le témoignage que je vais vous faire en abrégé. Donc, je suis né dans une famille, comme on dit, juive. J'étais le dernier, le 3e de 3 enfants. J'avais un frère aîné qui avait 11 ans de plus que moi et une sœur qui était plus âgée de 6 ans. Et j'étais le dernier venu, le petit chouchou qui était gâté, chouchouté par tout le monde parce que j'étais le plus petit et le plus jeune. J'ai profité donc de mes premières années comme un temps extrêmement gâté
par tous les miens, aussi bien mes parents, bien sûr, mais aussi mes grands-parents, mes oncles, mes tantes, etc. Toute la famille. Il y avait aussi une partie de la famille qui vivait en France, dont je connaissais non seulement l'existence, parce qu'on se voyait pendant les vacances. Ma mère avait 2 frères à Paris, et mon père avait un frère à Tours. Donc, je suis né dans cette famille. Ma petite enfance de 0 à 10 ans a été très heureuse, j'ai été gâté par tout le monde, et je participais quand même à l'activité. Mon père était industriel, puisque Lodz était une grande ville industrielle où l'industrie textile était très développée, qu'on appelait la deuxième Manchester à l'époque. Et puis cette ville, très industrielle, mon père était très occupé, je le voyais peu parce qu'il était souvent en voyage, il était toujours en train de travailler. Et donc, c'est mon frère aîné qui s'occupait de moi beaucoup et qui m'a beaucoup influencé pendant toute mon enfance jusqu'à la guerre. Il faut dire, ma sœur qui avait 6 ans de plus s'occupait aussi de moi. Mon frère était une jeune fille qui s'occupait surtout d'elle. Donc cette enfance heureuse, sous l'influence de ma mère, parce qu'il faut dire que ma mère était une femme qui ne travaillait pas, mais elle s'occupait non seulement de ses enfants, de sa famille, mais elle s'occupait de toute la famille qui vivait en dehors de Lodz, c'est-à-dire dans notre ville, qui venait dans une petite ville qu'elle appelait Stekov. Elle s'occupait de tout le monde, pour que tout le monde puisse avoir des soins, des gens qui avaient besoin de l'aide matérielle ou autre, elle était toujours là pour les aider. Et puis, elle faisait partie de l'institution caritative pour venir en aide à tous les gens, les pauvres qui en avaient besoin. Et ceci m'a beaucoup influencé pendant ma petite enfance. C'est ainsi, en rentrant de vacances, ma mère était allée faire une cure thermale en 1939. En rentrant, quelques jours après, il y avait un de mes oncles qui était venu passer ses vacances avec nous et reparti à Paris au mois d'août. En septembre, les nazis allemands ont occupé la Pologne, la partie, si vous voulez, ouest de la Pologne, qu'ils ont annexé immédiatement au Troisième Reich. Et notre ville, Lodz, qui comportait 350 000 juifs, presque la moitié de la population, et puis donc notre ville a été occupée par les nazis et baptisée Wittgenstein. Et très rapidement, après l'invasion, les nazis ont décidé que les juifs de cette ville devaient quitter leurs appartements et devaient se transplanter dans un quartier le plus déshabité de la ville pour y constituer un camp de travail qu'on a appelé les Ghetto-Lodz. La majorité des gens ne sont pas allés volontairement, quelques-uns sont quand même partis, ils étaient obéissants au diktat des nazis, mais mon père ne voulait pas bouger, il ne prenait pas au sérieux Hitler, il pensait que c'était un personnage respectable, etc. Eh bien, on n'a pas bougé, on est resté en ville. Et une petite particularité, c'est que mon frère aîné avait une éducation particulière personnelle. Il faisait partie d'un groupe de jeunes qui s'apprêtaient de partir en Palestine en 1938
Et il est parti avec ce groupe dans le sud de la Pologne pour travailler dans une ferme, pour apprendre les travaux agricoles, pour aller ensuite en Palestine, pour travailler la terre de nos ancêtres. Et bien, mon père n'était pas d'accord avec ce départ. Il est allé lui chercher là-bas, dans le sud de la Pologne, en lui disant qu'il avait besoin de lui, il avait besoin de son aide, et que sa mère supportait mal cette séparation. Et ainsi, il a même dit que ma mère était souffrante à cause de cela. Et comme il tenait beaucoup, il ne pas faire souffrir ses parents, ni sa mère surtout, et il est rentré. Il est resté avec nous. Eh bien, en 1940, les nazis ont décidé de déporter de force tous les juifs qui ne sont pas transplantés dans ces quartiers déshérités tout seuls. C'est ainsi qu'ils ont débarqué en mars 40 chez nous. On nous a chassés de notre appartement. On habitait dans un grand appartement en centre-ville. On nous a chassé l'appartement. On nous a regroupés dans une cour voisine avec d'autres gens. Et c'est là, très rapidement, dans la soirée, une nazi qui conduisait l'action a choisi 3 jeunes gens, les a alignés contre le mur, a tenu un petit discours de quelques secondes en disant « Vous aviez l'obligation de quitter vos appartements, aller dans le quartier, vous ne l'avez pas fait, et bien maintenant vous allez déporter de force. » Continuez, on ne vous entend pas bien, il faut parce que. Voilà. Bon, est-ce que c'est bien comme ça, je ne sais pas. Bon, en tout cas, maintenant vous allez transporter dans ce quartier de force, et si vous y opposez, et si vous essayez de vous enfuir, il a donné l'ordre, voilà ce qui va vous arriver, il a donné l'ordre à une escouade de 16 de fusiller ces 3 jeunes gens. Ils ont été abattus sauvagement devant nous, et parmi ces 3-là, il y avait mon frère aîné, moi j'avais 11 ans, lui il avait 22 ans, il a été assassiné comme ça devant nous, devant sa mère, son père, ma soeur et moi. C'était notre première victime violente, extrêmement douloureuse, surtout pour mes parents. Eh bien, ensuite on nous a chassés à pied vers ce quartier, mais comme c'était la nuit, on nous a fait dormir dans un hangar pour passer la nuit. Et au petit matin, il s'est trouvé quelque chose d'effroyable, c'est que je n'ai pas reconnu ma mère. Elle a changé en une nuit, alors qu'elle avait 40 ans. Elle a changé en une nuit, elle a blanchi totalement de ses cheveux. Et mon père était extrêmement abattu. Il ne parlait presque pas, il marmonnait quelque chose en disant « je l'ai tué, je l'ai tué, je l'ai tué ». Et ma sœur, qui assistait à la scène, a déclenché des crises convulsives extrêmement violentes, une espèce d'épilepsie réactionnelle, et moi j'étais le seul, j'avais 11 ans, j'étais le seul qui était debout. C'est ainsi, mon père, ce qui s'est passé, c'est que à partir de ce moment, il se reprochait la mort de son fils aîné comme étant responsable de sa mort parce qu'il est allé le chercher et l'empêcher de partir alors que ses camarades sont partis tous en Palestine en 1938. Eh bien, ensuite on nous a ramenés de force dans ce quartier. Je dois vous dire, c'était un quartier le plus déshérité de la ville, où il n'y avait pas d'eau partout, il n'y avait pas d'électricité partout, et surtout il n'y avait pas tout à l'égout. Il fallait jeter toutes les ordures et tout cela dans la rue, devant nous. Et très rapidement, ce camp a été isolé, fermé, isolé du monde entier d'ailleurs.
et surtout comme il n'y avait pas d'égout, il n'y avait pas de communication possible avec le reste de la ville, comme c'était à Varsovie, et bien très rapidement après la fermeture au mois de mai-juin, la fermeture du camp, commençait une vie particulière en ce sens qu'il y avait des gens qui étaient capables de travailler, ils travaillaient, et ceux qui étaient âgés ou malades ou bien handicapés ne travaillaient pas. Il y avait un rationnement alimentaire un peu meilleur pour les travailleurs et un peu inférieur pour ceux qui ne travaillaient pas, mais les cellules familiales étaient respectées. Ce qui était important, effectivement, c'est que j'étais avec mes parents qui ne travaillaient pas, et ma soeur qui ne travaillait pas puisqu'elle était malade, mais j'étais le seul à pouvoir m'engager et travailler. Eh bien, parce que le travail était imposé à partir de 10 ans. C'est ainsi que je travaillais, et puis j'ai essayé de tout faire pour que mes parents puissent subsister également, puissent vivre, puisque nous étions ensemble, c'était très important. Et puis ce qu'il y avait aussi, c'est que les camarades de mon frère assassiné, qui étaient là dans le camp, qui avaient des fonctions plus ou moins importantes, venaient en aide, m'aider à moi à faire subsister mes parents. Et c'est ainsi qu'on a pu vivre de 40 à 42. Il faut dire qu'au début de l'année 42, j'ai eu 13 ans. Il y a 13 ans, mon père est sorti un petit peu de sa torpeur et il s'est vu obligé de faire en sorte que je puisse bénéficier d'une majorité, ce qu'on appelle une bar mitzvah, majorité religieuse, clandestine, dans le camp lui-même. Et mon père, ça lui a permis effectivement un petit peu de sortir de sa dépression, sa torpeur. Et à cette occasion, ma mère m'a tenu un discours qui était très important pour la suite, pour la survie, en disant, quelles que sont les choses, elle était 42, il faut savoir que dans ces 2 années, les conditions de vie dans ce camp sont devenues effroyables, avec une mortalité très importante du fait de l'apparition de maladies infectieuses et contagieuses, le typhus, la tuberculose, et à cause de mauvais traitements et l'absence de toute allergie, eh bien, les maladies décimaient les gens, et d'autre part, l'alimentation insuffisante entraînait des maladies de manque d'alimentation. Donc la mortalité entre 40 et 42 était déjà importante, et les nazis ont décidé que le taux des improductifs dans ces camps était trop important et qu'il fallait éliminer d'abord tous les enfants de moins de 10 ans et puis tous les adultes qui n'étaient pas capables de travailler et qu'il fallait les exterminer parce qu'ils étaient inutiles pour le Troisième Reich. Et c'est à cette occasion, justement en 1942, que ma mère m'a dit, quelles que sont les choses, ni toi, ni moi, ni ton père, ni ta sœur qui est malade, ne vont pas survivre. Et on savait déjà en 1942 que une grande partie de notre famille qui vivait en Pologne était exterminée, les oncles, les tantes, mes grands-parents, etc. Donc on savait déjà beaucoup de malheurs de notre famille. Quant à la France, on ne savait pas ce qui se passait. Et ma mère m'a chargé en disant, tu es le seul, tu dois tout faire, tout ce que tu peux pour supporter cette guerre et essayer de survivre. Et si tu survis, il faut que tu ailles en France pour retrouver notre famille et leur raconter ce qui est arrivé à toute notre famille en Pologne. Il faut dire que ce discours m'a beaucoup porté
m'ont beaucoup aidé dans l'avenir et ils continuent encore aujourd'hui à me porter. Voilà. Aujourd'hui, j'ai 39 ans à l'envers. Je viens de les fêter au début du mois. 39, vous avez compris. Et donc j'ai 39 ans et puis les gens sont très gentils. Quand je dis j'ai 39 ans, on me dit vous ne le faites pas. Donc satisfaire, peu importe. En tout cas, ces discours de ma mère ont été extrêmement importants. Et c'est ainsi, si vous voulez, faut dire que pendant ces 2 premières années, dans ce camp de travail, il y avait des jeunes gens, il y a des jeunes couples qui se constituaient, et il y avait des enfants qui sont nés entre 40 et 42 dans le camp de travail. Ces bébés étaient destinés à l'assassinat par les nazis, et les parents ne pouvaient pas se séparer de leurs enfants, parce que le chef de ce camp, chef juif de ce camp, Chaim Lukowski, a demandé aux jeunes parents de se séparer de leurs enfants. C'est comme ça ils pourront continuer à travailler, et c'est grâce au travail que ce camp de travail pourra survivre et tenir le coup le plus longtemps possible. Il y croyait, il s'est trompé gravement, mais enfin il y croyait. Donc les gens ne voulaient pas se séparer de leurs jeunes enfants, on venait les arracher de force par les nazis, on les jetait dans les camions, on les tuait, on les éliminait du camp. Et c'est ainsi qu'ils sont arrivés dans notre immeuble. Il fallait descendre en bas dans la cour pour sélectionner, et j'y suis descendu avec mes parents. Il faut dire entre 40 et 42, je suis devenu un peu le responsable de ma famille. J'avais 11, 12, 13 ans. Vous voyez? Et à 13 ans, je faisais tout pour essayer de survivre avec mes parents et ma soeur. Donc j'ai dit à ma soeur de ne pas descendre en bas, parce que si elle descendait, elle faisait une crise convulsive dans la cour, elle serait assassinée sur place. Et donc elle est restée, je suis descendu avec mon père et ma mère, puis immédiatement à la sélection, et on m'a demandé mon âge, j'avais 13 ans, on m'a dit, toi tu restes pour travailler. Mes parents qui avaient visiblement l'air âgés et malades ont été débarqués dehors pour le mettre dans un camion qui stationnait là. Ce camion était gardé par un SS, par un nazi, avec son chien berger allemand, avec sa matraque, sa mitraillette, qui surveillait le camion. Et moi, quand j'ai vu que j'étais séparé de mes parents, j'ai dit, je ne vais pas les laisser partir tout seuls, je vais sortir volontairement vers le camion pour le rejoindre. Et en sortant, je me suis dit, mais ta sœur, si jamais elle survit là-haut, elle ne pourra pas continuer à vivre toute seule. Et j'étais pris dans une indécision, n'empêche que j'ai observé les nazis qui gardaient le camion, comme j'ai vu qu'ils ne gardaient pas le camion, mais ils gardaient les alentours. J'y suis monté l'escabeau dans le camion, et comme mes parents étaient en arrière du camion par chance, j'ai pu les descendre et les faire entrer dans l'immeuble. Et c'est ainsi, quelque temps après, le camion est parti avec tous les gens, et moi, j'y suis resté, et ma sœur n'a pas été retrouvée dans l'appartement sous lui, et nous sommes restés tous les 4 vivants. Seulement, moi j'étais la seule personne légale, puisque j'avais plus de 13 ans, et j'avais droit à une carte de travail et une carte alimentaire, et mes parents, ma sœur, n'existaient plus. Ils étaient là, tout à fait illégaux, dans le camp, sans aucun droit. Et il fallait ainsi faire en sorte de pouvoir continuer à vivre, à survivre. Et pour moi, c'était un devoir, comment faire pour faire pour mes parents. Et je l'ai fait, et encore avec l'aide
des camarades de mon frère aîné qui m'ont beaucoup aidé à faire survivre mes parents. Et c'est ainsi que le temps passait, 42, 43, 44. Pendant ces 2 années, les conditions de vie étaient effroyables, surtout, on vous l'a expliqué, mes parents illégaux et ma sœur également. C'est ainsi jusqu'au 44. Et en 1944, quand les soviétiques se rapprochaient de la Pologne de l'Ouest, eh bien, je dois vous dire, je ne vous ai pas dit au début, ce que Hitler avait dit avant la guerre encore. Il a dit qu'il ne fera pas la guerre si on accède à ses demandes territoriales et autres, et par conséquent, il a promis qu'il ne fera pas la guerre. Et comme son ennemi le plus grand de l'époque était Staline, le bolchevique, Staline de la Russie soviétique, il a signé un pacte avec lui en 1938, un pacte de non-agression entre la Russie soviétique, dirigée par Staline, et l'Allemagne nazie, dirigée par Hitler. Avec ce pacte, ils ont vécu comme ça, et ensuite, Hitler a rompu le pacte avec les soviétiques, il est allé vers l'Est, il a aussi essayé de conquérir la Russie soviétique, et qu'il a échoué. Donc en 1944, les nazis ont décidé de liquider les camps de travail du ghetto de Lodz en disant qu'on allait déporter dans un autre camp de travail en Allemagne où les conditions de vie seront meilleures. Et nous avons cru que c'était vrai. Et on s'est présenté même volontairement à la gare pour partir en Allemagne dans un autre camp, soi-disant, où les conditions sont meilleures. C'est ainsi qu'on nous a embarqués dans des wagons à bestiaux fermés. C'était en été, au mois d'août 1944. C'était pas une chaleur épouvantable, où à peine on pouvait respirer, pas à manger ni à boire. C'était un parti, on ne savait pas combien de temps et où et comment. Et les conditions de vie dans les wagons où on était 140 personnes étaient effroyables, avec une mortalité pendant le transfert humain. Et c'est ainsi, après 2 nuits et 3 jours de voyage, le train s'est arrêté et on est arrivé à un endroit, on croyait être en Allemagne. En fait, on n'était pas en Allemagne, on était toujours en Pologne. Et en descendant, en fait, on est arrivé à Birkenau-Auschwitz, dont on ne connaissait pas du tout l'existence. Il faut dire que les gens qui étaient dans le ghetto de Varsovie, qui avaient le tout à l'égout, leur quartier où il y avait le ghetto de Varsovie, communiquait avec l'extérieur. Et les gens arrivaient à sortir et communiquer avec la population, et ils savaient exactement ce qui se passait. Et c'est ainsi que les jeunes de ce camp de travail du ghetto de Varsovie se sont organisés pour faire un soulèvement contre le nazi allemand en 1942. Eh bien, ils ont tenu tête aux nazis pendant plusieurs semaines et infligé des pertes importantes aux nazis allemands. C'est à quoi ils ont tous succombé, puisque les nazis ont rasé complètement tous les bâtiments avec les gens qui étaient dedans du ghetto de Varsovie. Nous, on ne savait pas tout ça. On arrive, on nous fait descendre le train, on nous prend les quelques petites affaires qu'on avait, et des gens qui nous recevaient, qui étaient habillés en déportés de Birkenau-Auschwitz, qui portaient des habits un peu spéciaux qu'on reconnaissait. Il y avait comme ça 2 personnes qui sont approchées de moi en disant « Dis que tu as 17 ans, dis que tu as 18 ans ». Je ne savais pas ce que cela
voulait dire, mais c'est tout, ils nous l'ont dit, ils sont partis. Et c'est ainsi, on passe la sélection, et c'est ainsi que mes parents, qui avaient l'air âgés, ont été sélectionnés tout de suite à aller du côté gauche. Et moi, quand je suis passé devant le nazi, médecin allemand, il me demande, j'étais relativement petit, je n'avais pas grandi beaucoup, et il me demande mon âge. Je me suis souvenu, j'ai dit, j'ai 17 ans. Principalement, il ne m'a pas cru, il s'est approché de moi, il m'a donné un coup de poing violent dans la poitrine, et comme je ne suis pas tombé, je ne sais toujours pas pourquoi, même aujourd'hui, je ne suis pas tombé parce que les coups étaient violents, eh bien il m'a dit d'aller à droite. Et je suis parti à droite, et ensuite ma soeur, qui était à côté de moi, qui était une jeune fille de 21 ans, eh bien, elle avait, sa maladie ne se voyait pas. Elle ne se voyait quand elle faisait une crise convulsive. Et donc, ils l'ont vu, elle avait 21 ans, ils l'ont mis aussi du côté droit, c'est-à-dire le même côté que moi. Nous sommes partis, on nous a amenés dans un centre spécial, on nous a déshabillés, on nous a tatoués, on nous a enregistrés, et puis moi j'ai demandé, mais les gens à gauche, qui sont allés à gauche, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Eh bien, dites-vous bien, après 4 ans de travail dans un camp de travail du ghetto d'Homme, avec toutes les souffrances que j'ai connues, en 30 secondes, on m'a appris ce qu'étaient les chambres à gaz, comment on assassinait les gens dans les chambres à gaz, et comment on les a incinérés ensuite dans les fours crématoires. Et tout ça en quelques secondes. Et je savais que mes parents étaient là-bas. Et je leur ai dit, écoutez, mes parents sont là-bas, moi je vais les rejoindre, je ne vais pas rester ici. Ils m'ont dit, tu ne peux pas quitter cet endroit. De toute façon, même si tu pouvais, si ça se trouve, c'est trop tard, ils sont déjà dans la fumée que tu vois sortir des cheminées, des fours crématoires. Et quand j'ai entendu ça, j'ai vu effectivement la fumée, et le peu de religiosité que j'avais encore, ou de croyance en Dieu, eh bien, il est parti avec la fumée, où étaient probablement mes parents aussi. Et c'est ainsi, en plus, je me suis souvenu du discours de ma mère de 1942, où elle m'a ordonné de survivre. J'ai dit non, je fais tout ce qu'il faut pour continuer à vivre. Eh bien, je suis donc, on m'a transféré dans le camp de travail d'Auschwitz I, où je me suis soumis à tout ce qu'il fallait faire là-bas pour continuer à vivre et à survivre. Et là, la vie était effroyable. Nous étions censés de pouvoir travailler, et tous les gens qui allaient travailler à 5-6 km autour du camp sortaient à pied tout le matin au son d'un orchestre pour marcher vite, allaient travailler toute la journée et rentraient le soir, la même chose pour subir l'appel. Et pour être sûr que tous les gens qui ont travaillé dehors sont rentrés et qu'il n'y a pas eu de gens qui sont évadés, puisqu'on était en dehors du camp. Et c'est vrai que les gens essayaient de s'évader, ils étaient habillés d'une façon particulière, et pour être pas reconnus, on pouvait, il y a des gens qui s'évadaient, ils tuaient un civil qui se promenait là dans la forêt ou dans les champs, pour lui prendre les habits et pour devenir des civils normaux. Mais comme ils étaient tatoués, on découvrait par le tatouage, c'était de les porter, et par conséquent, on les ramenait au camp. Et donc le problème était le suivant, c'est que tous les gens qui mouraient au travail, soit par les nazis, soit par les capots, ils mouraient au travail, il fallait ramener leurs cadavres dans le camp le soir pour qu'ils soient à l'appel
Sinon, ils étaient étiquetés d'évadés et on comptait, on recomptait et l'appel pouvait durer des heures pour être sûr que tout le monde est rentré. Et c'était effroyable cela. Et donc l'obsession était de ramener les cadavres de nos camarades qui sont morts au travail. En plus, on savait ceux qui voulaient s'évader et qu'on rattrapait quand même vivants, on les ramenait au camp et ils étaient pendus dans le bloc où ils étaient, le bloc où ils habitaient avant. On les pendait devant nous autres en disant il a voulu s'évader, voilà ce qui lui arrive, si vous vous évadez, il va vous arriver la même chose. Exécution par pendaison, souvent au son d'un orchestre ou un ou deux musiciens qui jouaient pendant qu'on les pendait. Voilà, c'était suivi comme ça. Toujours est-il, en ce qui me concerne, j'ai essayé de faire mon mieux pour travailler, pour rentrer, comme ça, mais au bout de peu de temps, je suis tombé malade, j'ai attrapé le typhus, et je ne savais, d'abord, je ne savais pas du tout ce que c'était, et je ne savais pas qu'il y avait 2 blocs pour l'hôpital. À Auschwitz, il y avait un bloc pour des malades contagieux et infectieux. Je ne savais pas que dans ce bloc, les médecins nazis n'exerçaient pas parce qu'ils avaient peur de la contagion. Eux, ils exerçaient dans nos autres bâtiments éloignés où ils faisaient des expériences médicales dites scientifiques sur des déportés vivants. Alors que nous, moi je croyais que c'était un médecin nazi, je ne savais pas tout ça quand j'étais hospitalisé. J'étais couché, j'étais malade, j'avais la fièvre, j'avais la diarrhée, des vomissements, etc. J'étais très très mal, j'étais mourant effectivement. Et je vois un médecin, visiblement allemand, qui s'approche de moi, qui a une blouse blanche, et il s'approche de moi, et je cherche sur sa blouse, parce que nous savions que le médecin nazi avait une tête de mort sur la blouse, avec SS de chaque côté. Et je regarde ce médecin, je vois qu'il est allemand, il me parle en allemand, et il me dit reste calme, reste calme. Il s'est même penché sur moi un petit peu, et quand j'ai vu qu'il n'avait pas une tête de mort SS, j'ai vu au contraire qu'il avait un numéro avec un triangle violet. Je ne savais pas ce que c'était, mais en tout cas, j'ai conclu que c'était un médecin déporté, que ce n'était pas un médecin nazi. Voilà. Et ce médecin m'a dit, je vais m'occuper de toi, je vais essayer de t'aider. Et puis, effectivement, il venait toutes les demi-heures à me faire boire une potion avec des médicaments, etc. Et grâce à lui, j'ai pu survivre. Et au bout de moins de 15 jours, on m'a renvoyé dans mon bloc vivant. Et quand je suis arrivé au bloc, on m'a demandé, d'abord tout le monde était étonné que je sois vivant, parce que tous les gens qui allaient à l'hôpital finissaient par mourir. Eh bien, ils m'ont vu vivant, et je leur ai raconté que c'était un médecin avec une triangle violet, et c'est là qu'on m'a expliqué que le triangle violet était des triangles de déportés allemands qui étaient des Bibles fort chères, c'est-à-dire ils étaient témoins de Jéhovah, allemands. Et autant que tels, ils refusaient le service militaire et ils refusaient de pactiser avec le régime nazi. Et à cause de cela, ils étaient déportés dans les camps de concentration, comme beaucoup d'entre eux étaient médecins, infirmiers, assistants sociaux, etc. Et ils avaient un ordre entre eux de tout faire pour essayer d'aider d'autres déportés et essayer de sauver d'autres gens si possible. Et donc j'ai eu la chance de ce médecin de porter témoin de Jéhovah au triangle violet, de me sauver la vie.
D'ailleurs, après, je me suis occupé de 13 énergirons pour leur rendre un peu le service qu'ils m'ont rendu quand j'étais en danger de mort. Donc revenu dans mon camp, il fallait recommencer le commando qui sort le matin, qui rentre le soir, etc. Et c'était toujours un danger de mort énorme. Et là, il se trouve que par hasard, j'ai été transféré dans un commando qui n'était pas à 5 km du camp, mais qui était à 15 km du camp. Où là, on ne pouvait pas aller à pied le matin et rentrer le soir, de sorte qu'on a créé des sous-camps sur place où on travaillait, où on dormait dans un bâtiment, dans une baraque, à part. Et c'était une grande chance puisqu'on évitait la marche à pied le matin et le soir, et puis le travail, bien qu'il soit très dur, parce que c'était une exploitation agricole difficile où le travail était très dur, on bénéficiait tout de même des conditions un peu meilleures au point de vue alimentaire. Le soir, l'appel était rapide, il n'y avait pas question d'évasion parce qu'on ne pouvait pas s'évader. Eh bien, donc, si vous voulez, la vie était, disons, pas acceptable, mais enfin supportable, un peu mieux que dans le camp d'Auschwitz principal. Et le temps passait comme ça, l'été, et puis on arrivait à l'hiver, 1945, et un jour, en rentrant du travail, on nous dit, prenez vos affaires, le camp est liquidé, c'est fini. On ne sait pas ni quoi, ni comment. Chacun prend ses affaires, on n'avait pas grand-chose, on avait une espèce de plaid, de couverture, une gamelle pour manger, on n'avait pas grand-chose, on nous alignait à manger de 5, puis on nous disant, envoyés par des SS à cheval, en disant maintenant, vous marchez. On ne nous dit pas ni où, comment, combien de temps, rien, marchez. Et donc on marche dans la neige, il fait froid, il fait moins 10, moins 15, moins 20, et puis très rapidement on se rend compte que cette marche est effroyable parce que toute personne qui montrait des signes de faiblesse, qui ne pouvait pas suivre le rythme que les nazis nous imposaient à cheval, eh bien ils étaient exterminés, ils recevaient un coup de fusil dans la nuque, ils étaient tués comme ça. Et nous devions, ceux qui n'étaient pas tués, nous devions prendre nos camarades qui venaient d'être assassinés et les jeter sur le bas-côté de la route, ou à droite ou à gauche, sinon ils constituaient des obstacles pour les colonnes qui marchaient derrière nous et qui tombaient sur les cadavres. Et s'ils tombaient, ils étaient tués à leur tour aussi. Et donc l'obsession était marcher aussi vite que possible, et deuxièmement, éliminer les cadavres sur le bas-côté de la route. Et c'est pour ça qu'on a appelé cela après la marche de la mort. C'est pas parce que quand on a commencé à marcher, on vous a expliqué par un discours, vous allez faire la marche de la mort. Pas du tout. On ne savait jamais ce qui nous attendait. Et donc, cette marche de la mort, on s'est poursuivie pendant plus de 2 jours. On dormait dans des granges, on nous donnait un morceau de pain, un peu de liquide à boire, et puis il fallait repartir le lendemain. On est arrivé à la frontière germano-polonaise, on nous a embarqués dans des wagons à marchandises en janvier 1945, remplis de neige. On nous a jetés dedans en 140, 150, et le train partait comme ça. Première conséquence, une fois dans le train, avec nos corps, la neige fondait et il imprégnait nos vêtements qui devenaient glacés parce qu'il faisait moins 15, ils devenaient comme des vraiment extrêmement durs
et qui faisait un mouvement où vous pouviez couper les bras ou quelque chose. Donc ce voyage en train, nous avons découvert, était effroyable. On ne savait pas combien de temps, et finalement, ce train est arrivé. On était en pleine Allemagne, on était dans un camp dont on ne connaissait pas l'existence. Enfin, c'était le camp de Buchenwald, qui est un camp qui existait, qui a été érigé pour les anti-nazis allemands, qui étaient incarcérés dans ce camp de travail depuis 1937. Et nous étions en 1945. Et j'ai connu là-bas des gens, des Allemands surtout, bon, pas seulement des Allemands, qui étaient déportés depuis 7-8 ans, depuis 1937. Et alors que moi, je pensais qu'on arrivait dans un camp d'extermination, parce qu'il faut me dire, après le séjour à Auschwitz, on savait tout. On connaissait tous les autres camps d'extermination. Et nous, après ce marche de la mort et le voyage à Wagon, j'étais sûr qu'on arrivait dans un camp d'extermination, puisqu'on était incapable de travailler et qu'on allait tous assassiner. Et les gens qui nous recevaient me disaient non, 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 c'est pas un camp d'extermination, c'est un camp de travail qui existe depuis 1937. Alors, je montrais là, il y avait envoyé un four crématoire avec une cheminée. Je demande, mais c'est quoi le four crématoire là? On me dit, ça c'est le four crématoire pour incinérer des gens qui sont normalement morts au travail. Il fallait accepter ça. Et je me suis rendu compte, on nous disait la vérité, parce qu'après, quand on nous a amenés, on nous a enregistrés, etc., on nous a donné de nouveaux numéros avec de triomphes, de tout cela, et puis ensuite, on nous a mis dans le douche, et je pense que le douche était des chambres à gaz, et en fait, ce n'était pas de chambre à gaz, c'était des douches vraies. Il y avait de l'eau tiède pour nous laver et on nous a donné des habits. Et donc je me suis rendu compte que ce n'était pas un camp d'extermination, et c'était un camp de travail effectivement. Et donc, si vous voulez, on est arrivé là au mois de janvier 1945 et on y est resté jusqu'au mois d'avril, 4 mois, et grâce aux déportés politiques qui étaient là depuis longtemps, il y avait même un bloc français avec des déportés politiques de France, des blocs des autres nations, et tous les gens savaient que nous, les jeunes, qui étions arrivés là un peu par miracle, eh bien, il fallait à tout prix qu'on ne sorte pas travailler dans les souterrains autour du camp, parce que là, les conditions de travail étaient tellement dures que la mortalité était très importante, et si on sortait travailler dehors, on était tous morts. Eh bien, ils ont fait en sorte qu'on travaille à l'intérieur du camp et qu'on ne sort pas. Grâce aux déportés eux-mêmes, ils étaient très organisés, ils avaient même organisé militairement, ils étaient prêts à faire un soulèvement pour s'opposer aux nazis qui dirigeaient le camp. Et c'est ainsi qu'on a été libéré le 11 avril 1945. Je vais terminer là, parce que je ne vais pas rentrer trop dans les détails des souffrances qu'on a subies partout d'une manière. L'essentiel, c'est que les 900 adolescents qui ont survécu dans le camp de Buchenwald, 900, c'est pas rien. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que tous les nationaux qui étaient là, les politiques, ont été rapatriés du camp très rapidement. 15 jours après, le camp s'est vidé presque totalement. Et nous, les 900 jeunes
qui ont survécu grâce à ces personnes-là, nous avons refusé de retourner dans nos pays d'origine, parce que tous ces 900 étaient d'origine de l'Europe de l'Est, à savoir Pologne, Hongrie, Roumanie, etc. Et on a refusé de rentrer dans nos pays parce qu'on savait premièrement que toutes nos familles ont été assassinées et exterminées et que tous nos biens ont été spoliés par les nazis. Et donc on ne voulait pas rentrer dans nos pays respectifs et les Américains ne savaient pas quoi faire de nous. Et c'est effectivement grâce à Geneviève Antonios de Gaulle, dont vous avez entendu peut-être parler, qui a été intronisé au Panthéon il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années. Geneviève Antonios de Gaulle a appris qu'il y avait de jeunes en déshérence dans le camp de Buchenwald, et parmi eux, il y avait même 3 enfants qui ont survécu grâce aux déportés, ont pu être sauvés, qui avaient 10 ans, ou un peu moins de 10 ans. Tous les autres étaient des adolescents qui avaient 16, 17, 18, 19 ans. Voilà. Et donc, elle en a parlé à De Gaulle, et De Gaulle a décidé, dès la signature de l'armistice avec des nazis allemands au mois de mai 1945, que la France devait accueillir la moitié de ce jeune, 423 si vous voulez, et que la France devait adopter ces 423 orphelins, parce qu'on était tous orphelins, et on devait les adopter et en faire pupille dans la nation. Et c'est ainsi qu'il y a eu des trains qui nous ont emmenés d'abord en Allemagne et puis en France. On a changé de train à Metz pour aller plus loin. Mais là, la décision a changé. Il faut dire que De Gaulle a demandé qu'il prenait la moitié et que l'autre moitié des adolescents devaient dispatcher dans les différents pays européens pour aller être accueillis par ce pays-là. Et c'est vrai que les autres pays, la Norvège, les pays du Nord, l'Allemagne, pas l'Allemagne, l'Espagne et les autres pays ont accueilli de jeunes comme ça. Et puis, moi, par chance, je faisais partie du groupe qui est parti pour la France, parce que moi, on savait qu'il y a un groupe qui partira pour la France, mais je voulais y être, et j'ai eu la chance d'être dans ce groupe pour rechercher ma famille en France. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là, et puis s'il y a des questions, je vais bien répondre. Et puis, si vous voulez des détails, si vous lisez le livre, vous avez 15 ans, vous aurez tout ça d'une façon plus détaillée, avec des photos, etc. Moi aussi, vous pouvez poser des questions. Le micro va circuler. Merci beaucoup pour ce témoignage poignant. J'avais une question à vous poser. Vous voulez quelqu'un pour les questions? Quelle a été votre relation avec votre foi ou votre confession juive après cet événement? Merci beaucoup. Après la Shoah, après ce que vous avez vécu, votre rapport à la foi, à votre religion. Comme je vous ai dit, que le plus de foi que j'avais ou de religiosité, elle est partie dans la fumée de cheminées, de four crématoire à Birkenau. Et donc, c'est là que j'ai vu
bien, mes parents étaient dans la fumée et le Dieu qui devait nous sauver était aussi là. Il est parti avec. Et il n'existe plus pour moi jusqu'aujourd'hui. J'y suis, malheureusement, j'envie les croyants parce qu'ils ont une aide, si vous voulez, psychologique importante en disant tout ce qui arrive, c'est pas notre faute, c'est lui qui a voulu, on a péché, etc., on est puni et tout. Et moi, je n'ai pas cette aide, il faut que tu arrêtes, c'est tout. Donc je suis athée, totalement athée. Voilà. Merci beaucoup d'avoir. En fait, j'avais juste une question, c'est est-ce que pour survivre, vous avez arrêté de penser, vous avez développé un instinct de survie pour pouvoir supporter tous ces obstacles, ou à chaque fois ce que vous faisiez c'était quelque chose que vous aviez réfléchi, ou c'était juste un instinct de survie qui vous a permis Pour survivre, est-ce que c'est votre instinct qui vous a permis de survivre, ou bien c'est parce que vous avez réfléchi, vous avez pensé, est-ce que c'est de dire que vous avez survécu face à un... Non, on ne peut pas dire qu'on réfléchit beaucoup, on n'a pas le temps de philosopher quand on est dans un camp de déportation comme ça, mais ce qui m'a fait tenir le coup, comme on dit, c'est le discours de ma mère. C'était pour moi un ordre de tout faire pour supporter tout ce qu'on m'infligeait, parce que je voulais être fidèle à sa demande. Voilà. Donc ça donne beaucoup de courage et beaucoup de force pour supporter. Voilà. Il faut dire aussi que la résistance de l'homme, du corps humain, est extrêmement importante. Et on peut supporter beaucoup de choses qu'on soit pas lorsqu'on est dans une vie normale. Mais quand c'est nécessaire, on arrive à supporter le froid, la faim, les souffrances physiques, etc., on arrive à supporter. Donc, après avoir vécu tout ça, comment vous faites pour vous reconstruire psychologiquement? Comment vous avez pu reconstruire psychologiquement quand vous avez pu revivre? Alors, comment revivre? Effectivement, si vous voulez, moi j'avais beaucoup de chance. Pour revivre, j'avais des étapes, si vous voulez, les étapes suivantes. La première étape était, pas seulement pour nous, mais aussi pour les 900 autres adolescents, la même chose. Il y avait une première étape, c'est qu'on pensait tout ce qui est arrivé par les nazis allemands est arrivé en Europe de l'Est, et que l'Ouest et l'Europe a été préservés. Et donc, quand on a été dispatchés dans toute l'Europe de l'Ouest, on était content en disant, voilà, maintenant on va arriver dans une zone où les nazis n'ont pas pu faire ce qu'ils voulaient faire. Et c'est ainsi, lorsqu'on est arrivé en France, pour moi, j'avais l'impression que je me suis rendu compte qu'une grande partie de ma famille française a été aussi déportée en 1942 dans la grande rafle du Veldiv, etc. Mes tantes, mes cousines ont été toutes exterminées à Auschwitz, Birkenau, ont été assassinées comme le reste de la famille en Pologne. Donc, je me suis rendu compte que même le pays de l'Ouest était atteint du virus nazi allemand
comme l'Europe de l'Est. Et par conséquent, nous, les jeunes, nous avons décidé que nous ne pouvons pas vivre en Europe. On doit quitter à tout prix l'Europe pour ne pas marcher sur ce sol qui était imprégné de millions de nôtres, du sang et de cendres de millions de nôtres. Et par conséquent, si vous voulez, sur ces 900 jeunes adolescents et les 3 enfants, et la grande majorité est partie hors de l'Europe. Et moi-même, alors que j'avais les meilleures conditions pour rester en France, puisque mes 3 oncles ont survécu, pas leurs femmes, mais mes 3 oncles ont survécu. Un d'eux voulait même m'adopter, il voulait que je reste en France, et je refusais, et parce qu'à l'époque, l'adoption, il fallait prendre le nom, on ne pouvait pas garder le nom de ses parents, il fallait prendre le nom de l'adoptant, et je voulais pas perdre le nom de mon père. Voilà. Puisque c'est ma mère, c'est le frère de ma mère qui voulait m'adopter. Et donc j'ai décidé de quitter la France et partir pour la Palestine et faire ce que mon frère a voulu faire en 1938, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai pu faire des travaux, j'ai travaillé dans un kibbutz pendant 7 ans, j'ai pu faire des travaux agricoles en été, et puis en hiver j'étais charpentier, où je conduisais, j'étais spécialisé dans la structure des toits. Eh bien, au bout de 7 ans, j'avais envie de faire des études, et les études en Israël, à l'époque, d'ailleurs même maintenant, sont difficiles, sont payantes, coûteuses, et si vous voulez, les bourses sont pas très élevées, et par conséquent, je suis rentré en France parce que là, les études étaient plus faciles. On a commencé une nouvelle période, comment faire pour accéder à avoir le bac, j'avais arrêté ma scolarité en classe des 6e. Et quand je suis arrivé, je suis revenu en France, j'avais 26 ans. Et il fallait faire en sorte de pouvoir avoir le bac. Et je pense que j'étais un peu starbé, comme on dit, je pensais que je pouvais le faire par correspondance, parce que je parlais le français, je lisais, et donc par correspondance, je pouvais passer mon bac. Et donc je m'y suis inscrit à Berlin, dans une école qui m'envoyait le matériel, et je m'y suis rendu compte que ce n'était pas possible pour moi. Mon niveau était tel que je ne pouvais pas entreprendre tout de suite de la classe première pour passer mon branchot à 27 ans. Eh bien, j'ai abandonné cette idée et puis j'ai même pris la décision de retourner en Israël, et je suis parti, j'ai pris le train à l'insu de mon oncle. J'ai pris le train pour Marseille, et à Marseille, je prends le paquebot, je retourne en Israël à l'époque, et puis là, je me suis rappelé encore les paroles de ma mère, et je me suis dit, tu n'es pas sérieux, dès que tu as une grosse difficulté, tu vas abandonner, ce n'est pas possible. Eh bien, j'ai repris le train, j'ai déchiré mon billet du bateau, et j'ai repris le train pour Paris. Et je suis revenu à Paris, j'ai téléphoné à mon oncle en lui disant la vérité, ce qui s'est passé, et puis j'ai demandé son aide, comment faire pour passer le bac. Et c'est grâce à un ami à lui qui était professeur de philosophie et qui dirigeait un grand collège en Algérie, à Oran, qui a accepté de me prendre en charge, me donner un poste de surveillant dans un internat à Oran, ce qui me permettait de travailler et préparer mon baccalauréat. Voilà.
Et donc, j'ai fait mes 2 parties de baccalauréat à Oran, en Algérie, où je suis bachelier de l'université d'Alger. Après mon bachelor, je suis revenu à Paris, où j'ai pu faire des études dites normales de médecine. Et puis, il fallait d'abord aller à la faculté des sciences pour passer un certificat PCB, physique, chimie, biologie. Et après ce certificat, on pourrait s'inscrire à la faculté de médecine et faire ses études de médecine. J'ai tout commencé, c'était très dur, très difficile, je ne rentre pas dans les détails, il fallait passer des concours, etc. Mais j'ai fait tout ça, et j'y suis arrivé. Et puis en même temps, je voulais non seulement les études, je voulais aussi fonder une famille pour essayer de faire une vie normale le plus possible, comme auraient voulu mes parents pour moi. Et maintenant, je vous dis, j'attends un arrière-petit enfant pour le mois d'août. Tenir jusqu'au mois d'août, je pense que je vais pouvoir. Au-delà, on ne sait jamais. Voilà. Bonjour monsieur, vous nous avez parlé de votre tatouage à l'arrivée au camp, et ce serait pour savoir si est-ce que vous avez eu pensé à vous le faire retirer pour vous éloigner un peu de cette horreur que vous avez vécue. Voilà. Donc, je vois que vous en êtes au courant. Effectivement, si vous voulez, le problème du tatouage est un problème qui me préoccupait pas beaucoup. Jusqu'au jour où j'ai décidé de faire mes études de médecine et plutôt de chirurgie. Et là, je me suis rendu compte d'une chose un peu particulière, en ce sens, quand on se lavait les mains pour aller au bloc opératoire, mon numéro tatoué se voyait. Et mes camarades d'études, qui avaient tous 10-15 ans de moins que moi, ils ne savaient pas du tout ce que j'ai passé pendant la guerre, ils ne connaissaient pas la Shoah, ils ne connaissaient rien. Et quand ils voyaient mon numéro, ils me demandaient si c'était le numéro de téléphone de ma copine que j'ai noté là pour ne pas l'oublier. Alors j'ai dit non, je n'avais pas du tout envie de parler de ma déportation, de mon tatouage et tout ça. J'évitais tout ça. Mais ce qui m'a décidé d'une façon absolue, c'est que nos aînés, nos enseignants, nos patrons, ce qu'on appelle en médecine, savaient ce que c'était ces numéros. Parce que certains d'entre eux ont collaboré avec Vichy, etc. Et ils avaient une tendance naturelle de s'apitoyer sur les étudiants qui étaient tatoués. Et moi, je ne supportais absolument pas, c'est mon caractère, je ne supportais pas l'apitoiement et l'aide des aînés. Et j'ai dit, je ne peux pas travailler comme ça. J'ai fait enlever mon numéro. Effectivement, je l'ai fait enlever et puis je l'ai destiné à mes enfants pour qu'ils soient la première couche qui a été retirée. Donc vous avez la photo qui a été faite par ma fille cadette. Voilà. C'était un parchemin que je gardais dans un pli comme ça, qui était annoté, était pour mes enfants. Et je peux vous lire en 3 mots. B75-72, mon numéro tatoué après sélection au travail à Auschwitz-Birkenau en août 1944, c'est bon pour le travail et non pour le faux crematoire, a été chirurgicalement enlevé au cours de mes études de médecine en 1956-57. Ce parchemin doit être conservé par mes enfants pour constituer un témoignage de ma déportation
au cours de laquelle ont péri sauvagement leurs grands-parents paternels, à eux de transmettre cette mémoire à mes petits-enfants, où qu'ils soient, et peut-être aussi aux générations suivantes que vous êtes là ici. Voilà. Et donc voilà, c'était la destinée de ce numéro. Malheureusement, on me l'a volé, et puis parce que j'allais dans un centre sportif, et puis à la place d'Italie, et dans ce centre sportif, on m'a volé la veste avec tout dedans, il y avait les murs avec. C'était une grande, vraiment, j'ai subi une dépression importante après ce vol, et puis j'ai même envisagé de me faire retatouer pour le faire enlever une deuxième fois. Vous savez, quand on est un peu fou, on reste un peu fou. Eh bien, finalement, je ne l'ai pas fait. Et je ne l'ai pas fait parce que, à la place, j'ai fait un film par Sophie Brodier. Vous pouvez noter le nom, Sophie Brodier, que d'ailleurs vient me voir demain après-midi chez moi. Sophie Brodier a fait un film qu'elle a intitulé Eddie et nous, et où on traite le problème de mon tatouage, de son enlèvement, etc. Ce film, vous pouvez le trouver sur Internet, je crois, s'appelle Eddie et nous. Si vous pouvez le trouver, essayez de le consulter. Voilà. En tout cas, je n'ai pas de numéro et je vais être enterré sans numéro. C'est ce que je propose à mes camarades. Ils ne veulent pas. Ils disent non, je ne vais pas enlever, ça fait mal, etc. Et à un autre, je lui ai promis, écoute, si tu es d'accord, après ta mort, je te coupe le bras, je te garde, et puis toi, on t'enterre sans ton bras. Et lui, il n'est pas d'accord. C'est pas le forcer. Je crois qu'ils ont raison. Voilà. Encore une question? Bonjour. Vous parlez beaucoup du rapport après le camp des personnes déportées avec vous. Et comment ça se passait dans le camp entre déportés, entre personnes locales vous ne parlez pas beaucoup. Je pense que c'est pas important. Les relations, si vous voulez, étaient un peu compliquées. Pour vous dire, le groupe qui est arrivé en France, le 423, donc on était d'abord dans un centre, on nous a concentrés là en Normandie pendant quelques temps. Ensuite, on a été dispatchés dans différentes maisons puisqu'elle était prise en charge par l'OSE, l'œuvre de secours aux enfants, qui est une institution qui existe depuis 1917, depuis la Révolution en Russie. Cet organisme qui existe aujourd'hui, qui va en aide aux enfants, et cet organisme nous a pris en charge, nous a dispatchés dans différentes maisons d'enfants, où on essayait de nous apprendre un métier, on essayait à ce qu'on devienne des gens le plus normalement possible, si vous voulez. Et donc on avait même coupé les contacts entre nous. Il y avait juste des petits groupes qui restaient coupés ensemble parce qu'ils étaient dans le même camp, etc. Mais la grande majorité s'est dispersée un peu partout. Eh bien, c'est une éducatrice qui est revenue 20 ans après, je dis bien, et qui a voulu savoir ce que nous sommes devenus,
Elle a téléphoné aux uns aux autres. En 1960, c'était 20 ans après, 40, c'était en 75, eh bien, elle nous a contactés, elle nous a réunis, et à partir de là, on a formé une association qu'on appelait les Anciens Enfants de Buchenwald. Il y avait les 3 enfants de 10 ans aussi qui étaient là. Il y a un qui est en Israël, qui est devenu grand rabbin de Tel Aviv, d'Israël aussi, Israël Lau, qui a été à Buchenwald sauvé par les déportés justement. Il y avait 2 autres qui vivent en France, Joe Rosenman qui était un grand physicien, et puis psychanalyste en plus, et une 3e, David Perlmutter, également, qui est devenu qui est un enfant, et ces 3 enfants sont toujours là. Voilà. Mais la question que posaient l'élève, c'était dans le camp d'Auschwitz. Et peut-être, parce que ça va bientôt être la fin de cette rencontre, peut-être que vous pouvez évoquer aussi l'entraide qui vous a permis. Il y avait toujours l'entraide, il faut vous dire, toujours et partout, si on pouvait aider quelqu'un, on aidait. On a l'impression qu'on était des sauvages, on n'était pas des sauvages, et c'est vrai que la souffrance de l'autre, qui était plus grande que la vôtre propre, eh bien on essayait de s'entraider si c'était possible. Ne serait-ce que par une parole. Vous avez sauvé la vie d'un jeune homme avec la corde. Ah, ça c'est différent aussi. En arrivant à Buchenwald, si vous voulez, dans ce camp de travail, il se trouve que après la sélection, enregistrement, on nous a donné des avis, et puis je suis arrivé dans un bloc où il y a un jeune qui était là aussi, et je le voyais, qui était debout, et qui tenait son pantalon comme ça, et il ne pouvait pas, il était malheureux. Je lui demande qu'est-ce qui t'arrive. Il me dit, j'ai un pantalon 2 fois trop grand pour moi, et je n'ai pas de ceinture, je ne peux pas le tenir, je ne peux pas aller à l'appel parce que le pantalon tombe. Et je l'ai vu malheureux comme ça, et il se trouve que moi, qui étais très débrouillard, justement après l'enregistrement à Buchenwald, je me suis débrouillé d'avoir une ceinture et une corde, les 2. Et donc j'ai pris la ceinture, je l'ai enlevée et j'ai donné la ceinture, qu'il a toujours d'ailleurs. Et puis il a pris la ceinture, moi j'ai gardé la corde, et grâce à cette ceinture, il me dit, je lui ai sauvé la vie, parce qu'il pouvait aller à l'appel normalement avec la ceinture. Et ensuite, il y a quelques années, je lui dis, puisque la ceinture tu l'as, maintenant tu peux me la rendre, puisque je te l'ai donnée à l'époque, maintenant tu peux me la rendre. Il dit non, entre nous, chez nous, quand on donne, c'est donné, on rend pas. Alors donc, il a la ceinture, je lui laisse. Voilà. Merci vraiment beaucoup de ce témoignage. C'est lutter contre toutes les discriminations qui peuvent exister, quelles qu'elles soient, elles sont inadmissibles. Nous sommes tous égaux et nous avons droit au respect mutuel. Voilà.